Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans l'émission Le Talk avec notre invité du jour, Georges Fenech. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes secrétaire national Les Républicains, en charge notamment de la justice, ancien ministre, et vous publiez ce livre. Ancien député. Ancien député, ancien ministre. Vous non, publiez pas ancien ministre, ancien député, ancien magistrat. Oui, c'est ça. Voilà. Vous publiez ce livre qui imagine le général de Gaulle mis en examen. C'est évidemment une référence à la citation de l'ancien candidat François Fillon. C'était le 28 août dernier, on s'en souvient et surtout on connaît la suite. Alors quel est l'objet de cette publication ? Mais moi j'ai vécu toute cette douloureuse affaire de campagne polluée par l'affaire du Pénélope Gued qui nous a empêchés d'être audibles. Je l'ai vécu de l'intérieur, à mon corps défendant, je dirais, un peu comme un acteur central, puisque le premier, j'ai tiré la sonnette d'alarme. Vous avez demandé un plan B très devant François Fillon en disant qu'il va y avoir un télescopage terrible d'un calendrier judiciaire et d'une campagne, et nous courons à la catastrophe. Et j'ai milité effectivement pour un plan B. Donc j'ai pensé important de laisser un témoignage sans tabou, sans langue de bois, sans épargner personne, mais sans méchanceté non plus, sans esprit de règlement de compte. J'ai voulu laisser une trace de ce qui s'est passé, de mon point de vue, de ce que j'ai vécu. Beaucoup de gens m'ont demandé, mais on ne comprend pas, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on en est arrivé là. C'est un témoignage d'une page d'histoire de notre famille politique qu'il fallait laisser. Vous dénoncez notamment le bal des hypocrites, ça fait l'objet d'un chapitre. Vous en voulez à qui particulièrement ? Encore une fois, je ne nourris aucun ressentiment vis-à-vis de personne, sinon que je suis très amer vis-à-vis de François Fillon, qui n'aurait pas dû persister dans cette fuite en avant. Le plan B existait, contrairement à ce qu'il prétendait. Et pourquoi il n'y a pas eu de plan B ? Pourquoi ni Sarkozy, ni Juppé, voilà, c'est toute la question à laquelle j'apporte sans doute un début de réponse. Je n'ai pas toute la réponse non plus. Ce qui est certain, c'est qu'on a eu affaire à une obstination inébranlable de François Fillon, qui a eu le tort d'empêcher la survenance d'un plan B qui était possible, notamment avec Alain Juppé et puis ensuite avec François Baroin. Mais on a vu dans cette trame, quand on reconstitue la trame, toutes ces actions, que ce soit celle du Trocadéro notamment, ont eu pour but d'empêcher l'émergence véritable d'un plan B. Alors j'en veux à François Fillon, non pas à titre personnel, mais politiquement, parce que le désastre est ici aujourd'hui, notre famille politique est totalement décomposée. J'en veux à nos dirigeants également des Républicains. Vous dites un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, pour lequel j'ai la plus grande affection, me dit mais comment n'a-t-il pas été en mesure de régler cette affaire ? Bernard Accoyer, Gérard Larcher, les présidents du Sénat, de l'Assemblée, tous sont laissés embarquer sur une espèce de Titanic, et nous étions l'orchestre du Titanic qui était en train de jouer pendant que le bateau était en train de faire naufrage. Et c'est de cela dont j'ai voulu parler et dire la vérité est très importante. Il ne faut pas rester dans le déni. Il faut que nous fassions aussi notre autocritique vis-à-vis de nos militants, nos adhérents, des Français d'une manière générale. Vous êtes un ancien magistrat et non un ancien ministre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous racontez également comment vous avez vécu ces attaques contre l'institution judiciaire. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué finalement ? L'idée que essayer d'entretenir notre candidat François Fillon d'un cabinet noir avec une main mise sur l'institution judiciaire, des attaques frontales contre le parquet national financier, contre les juges, des attaques frontales contre la presse qui aurait été inféodée au pouvoir. Et lorsqu'on aspire à la magistrature suprême, on ne peut pas s'asseoir comme ça ou s'essuyer les pieds, je dirais, sur des institutions aussi importantes que sont la justice et son indépendance, le respect qu'on lui doit et la liberté de la presse. Et de cela est né aussi un très très lourd discrédit pour notre candidat qui s'est enfermé dans ce coup d'État institutionnel, dans ce cabinet noir. Nous étions victimes d'un complot national, voire international. Enfin bon, ça a été une véritable souffrance pour moi en tant qu'ancien magistrat d'entendre ces mots-là. François Fillon est évidemment très discret depuis l'élection présidentielle. Il a été aperçu lundi soir avec des militants à Paris. Il a prévenu, le moment venu, j'écrirai ce que j'ai sur le cœur. Lui aussi, donc peut-être qu'il va prendre la plume. Est-ce qu'il doit parler, François Fillon ? Son avenir lui appartient.
Je rappelle qu'il est présumé innocent. Il y a une instruction qui est en cours. Il doit répondre à la justice. Puis politiquement, c'est lui qui décidera de son avenir. Mais je pense qu'il a une parole qui est la parole d'un homme libre, et qui a le droit de s'exprimer. Et d'ailleurs, moi j'attends beaucoup, effectivement, d'explications aujourd'hui, une fois que les choses sont retombées, qu'on constate les conséquences quand même de ses décisions. Hein. Il a reconnu lui-même sa responsabilité personnelle très lourde le soir de sa défaite le 23 avril, souvenez-vous. Mais bien sûr, il a le droit, et je dirais même le devoir de parler, tôt ou tard. Oui. Est-ce qu'il peut avoir un rôle important dans la reconstruction du parti Les Républicains qui est en cours? Encore une fois, c'est une décision qui lui appartient de savoir quel rôle il doit jouer, mais je pense très honnêtement qu'aujourd'hui, le temps est venu de faire aussi notre saut générationnel. Je pense que les électeurs ont tranché, voilà, que ce soit nos grands dirigeants d'époque, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon, aujourd'hui, et Macron l'a démontré, avec cette audace qu'il a eue d'une rupture. Et j'ai été aussi déçu, je l'ai dit à Laurent Wauquiez et à François Baroin, ils n'ont pas eu cette audace d'un Macron de se lancer, de faire la rupture au moment où c'était encore possible. Donc non, moi je crois que l'avenir est entre les mains de la nouvelle génération aujourd'hui. Vous venez justement de nommer Laurent Wauquiez. Est-ce que c'est lui notamment qui peut émerger dans votre famille politique? Moi, j'ai une confiance vraiment totale en Laurent Wauquiez, parce que je le connais depuis longtemps. Je suis moi-même lyonnais, il est président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, je vois ce qu'il est en train de faire avec la région. Il a cette capacité d'innovation, il a ce dynamisme, il a la jeunesse pour lui, il a l'avenir devant lui, il a l'expérience ministérielle déjà, et puis surtout, je veux vous dire que dans le contexte actuel, politique, il a des idées claires. Il est bien à droite, non pas la droite dure ou droite je ne sais quoi, comme veulent sans doute ses adversaires ou ses concurrents essayer de le marginaliser, pas du tout. Laurent Wauquiez a une fibre humaniste incontestable, mais il a des idées claires sur ce qui concerne les domaines régaliens de l'État, la question de l'assistanat, la question de l'entreprise, de l'économie, de l'école. Moi, je soutiendrai sa candidature que j'espère la plus rapide possible. Il ne faut pas perdre de temps, contrairement à ce que prétendent certains. Il ne faut pas faire d'élection. Comment il ne faut pas faire d'élection? Il faut bien que nous ayons une reconstruction et que ça passe par la désignation d'un nouveau président avec une ligne politique. Donc, sur laquelle un congrès plutôt dans les mois qui viennent. Le bureau politique le décidera le 11 juillet, et moi j'appelle de mes voeux qu'il y ait un congrès d'ici la fin de l'année, bien entendu. Est-ce que Laurent Wauquiez, c'est le candidat de Nicolas Sarkozy, quelque part son disciple? Je pense que Laurent Wauquiez, quelque part, est l'héritier du Sarkozy, parce qu'il s'adresse aussi aux couches sociales moyennes et populaires, ce que ne faisait pas suffisamment le programme de François Fillon. Et en ce sens, il est héritier, et aussi il a cette énergie. Je cite d'ailleurs dans mon livre une phrase volée à Nicolas Sarkozy, qui lui aurait dit à un certain moment « Tu me fais rire, tu me fais penser à moi quand j'étais plus jeune ». On voit les soubresauts à l'Assemblée nationale entre, d'un côté, les constructifs, ceux qui veulent soutenir l'action d'Emmanuel Macron, et de l'autre côté, les républicains canal historique, si je puis dire. Est-ce que, selon vous, les constructifs doivent être exclus des républicains? Moi, je crois que les opportunistes, je préfère le terme opportuniste, qui ont tout de même abandonné leur famille politique, qui ont même lutté contre leur famille politique. Moi, j'ai eu un candidat qui a été soutenu d'En Marche, qui a été soutenu par Édouard Philippe. Alors qu'avec Édouard Philippe, je faisais partie de la même commission nationale d'investiture, il m'avait investi à l'époque. Donc je le vis comme une trahison, comme un lâchage, je le vis douloureusement. Hein. Donc je pense que ceux qui ont fait ce choix de soutenir Macron, ils doivent être logiques avec eux-mêmes, et je ne vois pas quelle est leur légitimité aujourd'hui pour rester un pied ici et un pied là. En politique, il faut être clair. Voilà, moi je crois qu'ils ont franchi le cap et ils doivent quitter notre famille politique. Vous, Georges Fenech, vous avez encore des mandats locaux, mais quel rôle vous allez avoir dans les mois à venir dans la reconstruction de votre famille politique? Mais je suis déjà dans les starting blocks. J'attends ce moment à la rentrée pour dire à tous nos jeunes, notamment,
Nos idées, elles sont là, nos valeurs, elles sont là, nous sommes issus du gaullisme. Emmanuel Macron ne fera jamais disparaître ce que nous sommes. Donc je vais m'engager fortement, et j'espère encore une fois, aux côtés de Laurent Wauquiez, pour reconstruire, effectivement. Reconstruire, ça veut dire redéfinir notre ligne politique. Certains reprochent à Laurent Wauquiez d'avoir quelque part entretenu une certaine confusion vis-à-vis du Front National. Est-ce que ça pourrait être un obstacle dans sa désignation future? Il a été très clair là-dessus. Il n'y aura jamais d'accord avec le Front National. Nous nous adressons à tous les électeurs, y compris ceux qui votent pour le Front National, bien entendu, en leur expliquant que ce n'est pas le bon choix. Mais ce mauvais procès en sorcellerie qui est fait par les concurrents de Laurent Wauquiez montre bien que Laurent Wauquiez, aujourd'hui, est un homme qui compte et qui va compter de plus en plus pour l'avenir de notre pays. Bruno Retailleau, qui est un proche de François Fillon, s'inquiète du possible retour de la guerre des chefs, un peu comme ce qu'on a connu en 2012. Est-ce que vous partagez ces craintes? Moi, je veux dire amicalement à Bruno Retailleau qu'il serait plus décent déjà qu'il fasse son autocritique dans le rôle qu'il a joué dans cette campagne. Et qu'on reconnaisse un peu ses erreurs avant de prendre parti pour l'avenir. Une fois qu'il aura peut-être reconnu un rôle prépondérant dans ce qui s'est passé, parce que nous en sommes tous victimes aujourd'hui, je ne partage absolument pas son avis qui est de dire reportons au calendrier grec l'élection d'un président. Mais attendez, il n'existe pas une seule famille politique sans qu'il y ait un président. Ça veut dire qu'on a peur d'une élection. Il ne faut jamais avoir peur des électeurs, il faut respecter le vote des électeurs. Et la ligne politique des Républicains, elle sera définie sur des propositions qui seront adoptées par des électeurs et qui feront confiance à un homme ou une femme, mais qui feront confiance à un nouveau dirigeant. Un mot sur l'état d'urgence qui a été prolongé une nouvelle fois hier à l'Assemblée nationale. Là, je m'adresse à l'ancien magistrat. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'on a eu raison de le faire? Écoutez, l'état d'urgence, j'ai présidé la commission d'enquête parlementaire. Je peux vous dire, en connaissance de cause, que l'état d'urgence a des effets extrêmement limités dans la lutte contre le terrorisme. Il faut savoir en sortir. Ça a trop duré, cet état d'urgence. Attention, quand on intègre des éléments d'état d'urgence dans le droit commun, à ne pas non plus déshabiller la justice au profit de l'administration. Moi, je crois que la lutte contre le terrorisme, c'est surtout le juge, avec des moyens renforcés, et également les services de renseignement. Donc, il faut être très prudent là-dessus. Nous sommes dans un état de droit. C'est le juge qui mène des enquêtes. Quel regard vous portez sur les premiers mois du quinquennat d'Emmanuel Macron? Pour l'instant, nous avons affaire à un président qui tient son rôle au niveau international, qui tient son rôle présidentiel, dont acte, mais je pense qu'aujourd'hui, l'heure maintenant, après l'élection, après les cérémonies, après les contacts internationaux, maintenant l'heure est aux Français et aux questions que se posent tous les Français qui sont en souffrance, comme vous le savez. Il y a tellement de chômage, tellement de misère, tellement d'attentes que nous attendons maintenant des actes concrets. Et ça, pour l'instant, je dois dire que je n'ai pas vu arriver les promesses qui ont été prises pendant la campagne, notamment sur la question des baisses du matraquage fiscal, qui est toujours là. Merci beaucoup, Georges Fenech. On va passer maintenant à vos questions, chers internautes, avec Jean-Baptiste Sémerdjian. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Mathilde, bonjour Georges Fenech. Bonjour. Une première question d'Alexandre qui rappelle que vous avez récemment perdu votre poste de député dans le Rhône. Il vous demande si c'est pas trop dur de se faire battre par un novice en politique. Oui, c'est très difficile, d'autant plus qu'il n'avait pas d'implantation, qu'on ne le connaissait pas. Il a sans doute des qualités, incontestablement, mais c'était une campagne irrationnelle. Je ne pouvais pas lutter contre quelqu'un qu'on ne connaissait pas, qui arrivait, qui n'avait jamais fait de travail sur le terrain. Et ça a été une vague, comme on dit, qui a tout emporté. Question de Louis, un peu plus polémique, qui vous demande à qui profite le Penelope Gate. Il n'a profité à personne, ni à notre famille politique, ni au pays, ni à la confiance que les politiques doivent toujours avoir de leurs électeurs. C'est une affaire douloureuse pour tout le monde. Question d'Alexandre, qui est un fidèle parmi les fidèles de l'émission. Alexandre explique, malgré l'élimination de Fillon, faut-il persévérer dans sa ligne politique, car en dépit des affaires, 20% des électeurs français ont adhéré à la ligne, et sans cela, la droite aurait fait 14% au premier tour. Est-ce que vous croyez que 20% ça fait une majorité? Loin de là. Ce que je crois, c'est qu'il faut aujourd'hui vivre avec son temps.
demander des efforts, certes, aux Français, mais ne pas non plus sacrifier les plus fragiles. Et dans le projet de M. Fillon, nous étions, même Laurent Wauquiez, moi-même, nous n'étions pas tout à fait sur la même ligne sur certains points, notamment ce qui touchait à la sécurité sociale, à la fonction publique. Notre programme ne s'adressait pas complètement aux classes moyennes et aux classes, je dirais, plus populaires. Voilà, donc aujourd'hui, il faut rebâtir un projet qui entraîne l'adhésion d'une majorité de Français. Et pas seulement 20%. Est-ce qu'il y a quand même des choses du projet de François Fillon que vous souhaitez garder dans le projet des Républicains, Bien sûr, moi je pense que François Fillon avait une excellente vision des choses en ce qui concerne la réduction de la dette, le déficit, sur le plan économique, la baisse des charges d'entreprise, et puis surtout le domaine régalien. Il avait entièrement raison. D'ailleurs, il avait repris les propositions de ma commission d'enquête, la lutte antiterroriste. Il a écrit un livre, d'ailleurs, là-dessus, Vaincre le terrorisme. Donc tout ce qui est lutte antiterroriste, sécurité, tout cela, évidemment, ce sont des fondamentaux pour nous que nous reprendrons. Question de Gaspard. Il vous demande si vous avez envoyé votre livre à Nicolas Sarkozy et François Fillon, et ou François Fillon. À votre avis, ils vont se dire quoi en vous lisant ? Je pense que ça va provoquer quelques irritations, mais ils me connaissent l'un et l'autre, ils savent que j'ai toujours eu cette liberté de parole. Ça n'est pas faire injure à ses amis que de leur dire « vous ne croyez pas qu'on a fait quelques erreurs ?» C'est un peu ça, mon livre. Ça a déjà commencé. Vous avez eu quelques retours sur cette publication ? Pas encore. Le livre vient de sortir hier. Donc, je vais recevoir quelques récriminations, sans doute. Mais le but, pour moi, c'est la reconstruction qui passe par un moment de vérité. Il faut être capable de faire son autocritique si on veut regagner la confiance de nos électeurs. On reste dans l'élection. Une question de Claude qui vous interroge sur l'abstention qui a été très forte au premier comme au second tour. Le pouvoir de M. Macron est très fragile. Il n'y a pas de fondation solide. Il a été élu avec 24% au premier tour, ce qui était un score très faible. Et puis l'abstention de 57% législative montre bien que l'adhésion des Français, c'est un Français sur 5 qui adhère aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il est illégitime, il est légitimement élu, mais tout cela repose sur une personnalité qui est celle de M. Macron, qui ne repose pas sur des fondations aujourd'hui. Donc moi, j'éprouve quelques craintes pour l'avenir. Et comment la droite française va parler à ces abstentionnistes ? En affirmant ce qu'elle est, en ne se reniant pas. Ça va fonctionner ? Mais nous n'avons pas le choix. Nous sommes la 6e puissance économique du monde. Nous avons un rôle majeur en Europe. Nous devons préparer l'avenir. Il y a des élections qui viennent d'avoir lieu. Laissons évidemment le président de la République le bénéfice de la possible réussite, ce que je souhaite de tous mes voeux. Mais en même temps, il faut que nous préparions. Question d'Émilie qui vous suit et qui rappelle que vous avez été président de la Mivilutte, qui est la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires. Elle vous demande quelle est, selon vous, la secte la plus active et la plus dangereuse en France ? En France ? Oui. Ça, je ne le dirai pas, parce que je ne veux pas que vous ayez un procès. J'ai déjà eu une trentaine de procès, donc il n'y a pas de secte, il n'y a pas de définition. Il y a évidemment des grandes organisations avec des dérives sectaires. Vous savez, moi, ce que je voudrais vous répondre aujourd'hui, que la plus grande menace, c'est cette dérive sectaire islamiste radicale, qui aujourd'hui a montré à quel point ces dérives sectaires peuvent être très nuisibles. Une question en direct de Nicolas qui vous écoute sur Facebook. Est-ce que Nicolas Sarkozy a un rôle à assumer et à jouer dans le rassemblement autour d'une ligne politique au sein des Républicains ? Moi, je pense que Nicolas Sarkozy, en tant qu'ancien président de la République, a évidemment un rôle de conseil d'un sage qui a cette expérience et qui peut apporter énormément avec sa vision internationale du pays à ceux qui auront en charge de l'avenir de notre formation politique. Ça peut fonctionner, vous pensez ? Relancer le retour du retour, Nicolas Sarkozy ? Je ne parle pas de retour Nicolas Sarkozy à la tête des Républicains. Je dis que la voix de Nicolas Sarkozy ne doit pas s'éteindre, parce que c'est un homme d'une très très grande expérience, d'une grande sagesse et d'un grand dévouement pour son pays, donc il faudra toujours compter sur sa voix. Dernière question, Hilo rappelle que vous êtes né en Tunisie et vous interroge sur vos relations avec ce pays actuellement, vous. Je suis évidemment très inquiet pour mon pays natal, de voir ce qui se passe aussi au niveau du terrorisme dans ce pays qui a fait chuter totalement le tourisme en Tunisie, mais je suis
confiant aussi parce qu'il y a une telle jeunesse, une telle soif de démocratie, notamment qui passe par les femmes qui ont acquis depuis longtemps leur égalité homme-femme. Il y a des ressources humaines d'une telle importance, d'une telle intelligence que ce pays montrera toujours l'exemple dans le Maghreb. Merci, c'était le mot de la fin puisque c'était la toute dernière émission du Talk pour cette saison. Bien évidemment, on vous retrouve à la rentrée et de la part de toute l'équipe d'Yves Tréhard et de moi-même, nous vous souhaitons un excellent été. Merci à tous et à bientôt.